wind 250 degrees, 1 knot. Couleur. River Green. Descend. Tu t'apprêtes à écouter le deuxième épisode de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons un néopan, l'acronyme d'élève officier pilote de l'aéronautique navale, qui, du fait de son engagement, a souhaité rester anonyme. Il approche de la fin de sa formation aux États-Unis pour devenir pilote de chasse embarqué. Il nous parle d'ailleurs depuis Meridian, dans le Mississippi, et se retrouvera donc dans un futur proche aux commandes d'un Rafale Marine sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. J'ai la chance de te connaître depuis quelques années maintenant, à l'occasion du Hop Tour des jeunes pilotes que nous avons fait ensemble il y a 4 ans. Et déjà à l'époque, c'était assez clair pour toi ce que tu voulais faire. Tu voulais être pilote de chasse. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis en fin de formation pour réaliser justement ce rêve que tu avais, ce projet professionnel aussi. Et je vais commencer par déjà te féliciter pour ton parcours jusqu'ici. Bravo. Merci Seb. Et donc la première question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est tu te formes pour un métier qui est quand même assez atypique, le métier de pilote de chasse embarqué. Il y a même pas mal de gens qui savent pas que ça existe, qu'il y a des avions sur des bateaux. En même temps, quelle idée de mettre un avion sur un bateau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du métier et de ton parcours jusqu'ici? Ouais, complètement. Déjà, c'est vrai que pas grand monde est au courant que les avions sur le porte-avions sont des avions de la Marine nationale. Tout le monde pense que ce sont des avions de l'armée de l'air. Et moi-même, au début, quand je me suis intéressé pour être pilote de chasse, donc qui remonte déjà à quelques années, j'avais déjà cette idée en tête quand j'étais au lycée. Je me suis tourné tout de suite vers l'armée de l'air. Je pensais que à l'armée de l'air. Et puis voilà, j'ai fait mes recherches. J'ai terminé le lycée, j'ai eu mon bac. Et puis je suis parti aux États-Unis un petit peu pour parfaire ma langue anglaise, qui était un peu nulle à la sortie du lycée. Donc voilà, je me suis amélioré sur ça, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que l'armée de l'air, donc les EOPN, et qu'il y avait aussi les EOPAN, donc élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale, et que grâce à ce parcours on pouvait faire pilote de chasse. Donc je me suis pas mal penché là-dessus. Donc 2015 c'était mon bac, 2016 on a fait le tour aérien, comme tu l'as dit ensemble, le tour aérien des jeunes pilotes. Et en fait après ça j'ai vraiment bossé les concours, les sélections, les présélections même, pour ensuite aller les passer à Brest. Et donc de là il découle tout un processus en fait, donc présélection, sélection à Toulon et puis sélection au vol. Et si tout ça se passe bien, on commence en fait la formation pour devenir pilote, donc soit pilote d'hélicoptère, soit pilote de patte-mare, soit pilote de chasse. Et selon les notes et nos envies, et les places aussi disponibles, on a ce qu'ils nous donnent. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir la place d'élève pilote de chasse pour l'instant, disons. Et j'en suis très content. Donc voilà, maintenant aux États-Unis. Et puis le parcours, il peut être assez simple comme il peut être assez compliqué, notamment en partant de l'envéloc avec les sélections au vol, où chaque vol est très important. Il faut savoir gérer son stress, faut bien savoir faut bien avoir tout appris, toutes les connaissances, c'est du par cœur. Et puis si tout se passe bien, au fur et à mesure les vols deviennent de plus en plus compliqués. On suit avec les vols, et puis ce qu'ils veulent voir c'est une progression en fait. Donc voilà, on peut arriver en ayant 0 heures de vol comme en ayant beaucoup d'heures de vol. Eux ils veulent juste une progression. C'était ton cas d'arriver avec quelques heures de vol déjà, avec un PPL même? Ouais. Est-ce que ça a été un problème ou est-ce que au contraire c'était un avantage? Et alors au début c'était un problème, disons, parce que donc ceux qui arrivent avec pas d'heures de vol, comme il y avait dans ma promo, les monites, les instructeurs, ils ont pas trop, ils attendent pas trop la même chose de l'élève.
C'est-à-dire que bon, il sait qu'un élève qui a moins d'heures, il va avoir un peu plus de mal au début, mais il va attendre un petit peu plus pour voir un petit peu sa progression. Et il y en a qui ont vraiment des très belles progressions. Et quand on arrive avec des heures, moi j'avais 120 heures, donc le PPL et tout ça. Bah au début c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans le mindset de le civil, donc on est un peu tranquille, pas sous pression, ou du moins avec beaucoup moins de pression. Et on arrive donc dans ce milieu et il faut tout réapprendre en fait. On repart complètement de zéro et c'est là qu'il faut bien faire, qu'il faut se mettre dans le régime militaire et montrer qu'on peut aussi progresser. Et c'est ça qui, au début, pour moi, était difficile. C'est que les 2 premiers vols, j'étais encore dans le mindset un peu civil, et ça allait pas assez vite. Et du coup, ils me le reprochaient une fois. Et après, je leur ai montré que je pouvais aussi le faire comme eux l'attendaient. Et voilà. C'était plus facile après. D'accord, donc c'est pas forcément un problème tant qu'on est adaptable un petit peu. C'est qu'on vraiment se met dans pas le un moule en problème. fait. Ouais. Exactement. Voilà. Tant qu'on est dans le moule, donc heure pas heure de vol, bon pas bon à l'école avant, hein, c'est pareil. Hein, ça franchement, il y a dans une promo, il y a des gens qui vont avoir fait des études supérieures, donc des écoles d'ingénieurs et tout ça, et il y en a qui ont juste le bac. Et après voilà, donc tout le monde peut rentrer à partir du bac, et puis il y a vraiment plus de théorie, disons, c'est vraiment pratique, et c'est ça qui est bien dans ce début de phase en fait à l'Envéoc. D'accord, donc ça c'est la sélection en vol. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Donc tu disais qu'il y avait une présélection, une sélection ensuite, une sélection en vol, c'est ça, celle dont on vient de parler. Oui, c'est ça. Et après ça, ouais. Donc voilà, présélection rapidement, c'est vraiment des tests psychotechniques, psychologiques, sport, anglais, et visite médicale, et un petit exercice simulateur. Voilà, ils veulent juste voir si on arrive à avoir une bonne réflexion, si comment ils veulent détecter comment on réfléchit en fait, et comment on réfléchit pardon. Et puis et voilà, si tout ça se déroule bien, donc après la sélection en vol à l'Envéoc sur Cap 10. Donc pendant cette sélection en vol en fait on fait aussi on commence vraiment on va à l'école navale en fait prendre quelques cours de français, un petit peu de géopolitique, savoir ce qui se passe un peu dans le monde, parce qu'au final on est quand même formé en tant qu'officier, donc on a une petite formation de base de 2 mois, donc formation militaire, formation officier, et puis après on va faire nos sélections en vol sur le Cap 10, et on a aussi un petit stage de survie en mer qui est bien sympa pendant 1 semaine. Donc voilà, au C100, c'est le centre d'entraînement pour la survie, et on apprend les gestes, parce que étant donné que pendant les vols en Cap 10 on vole au-dessus de l'eau, si jamais on est amené à amérir, voilà, il faut savoir faire les bons gestes. Du coup on a ce petit stage juste avant de commencer les vols, et c'est très intéressant. Et puis pendant la formation on a plein d'autres stages qui sont aussi hyper intéressants. Donc ça c'est pour la partie l'Envéoc. Et après à la fin de la sélection en vol, donc c'est là où ils déterminent qui ira en hélicoptère, qui ira en avion, ou alors s'il y a des places pour aller directement aux États-Unis, qui ira faire le cursus élève pilote de chasse aux États-Unis directement. Et tout ça dure combien de temps à peu près, entre le moment où on dépose son dossier dans un CIRFA Marine par exemple et le moment où on termine la sélection en vol à l'Envéoc? Alors en période normale, donc avant coronavirus, ça prenait je pense, donc il y a un an de sélection, donc 1 an basé à l'Envéoc, et avant ça il y a 6 mois environ entre la dépose du dossier et les 2 présélections, une à l'Envéoc, une à Toulon, pour après partir à l'Envéoc pour l'année d'après. Donc disons 2 ans. Il faut être assez patient. C'est 2 ans, c'est assez long. Surtout là à la phase entre dépose de dossier, présélection, savoir les résultats, refaire des sélections. Voilà, c'est assez long. Et c'est bien de faire ça en faisant peut-être les études à côté, ou en ayant un petit job à côté, comme ça. Voilà, on montre qu'on est motivé, qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Donc voilà, c'est assez long, mais ça en vaut le coup en tout cas d'attendre
d'attendre pour faire les sélections. Ah bah, je me doute bien, notamment avec toutes les choses sympas que tu fais, que tu nous raconteras un petit peu plus tard. Donc 1 an de sélection en vol à l'Envéoc. Donc pendant 1 an, on fait du Cap 10 et au fur et à mesure du stage, j'imagine qu'il y en a qui sont éjectés tout simplement. Et vous êtes combien en général au début et combien à la fin? Combien ont un poste ou en tout cas une place en formation pilote de chasse, hélico ou autre? Au début, les promos, ce sont des promos ça peut varier entre 11 et 15. Et il y a souvent 3 promos par an. Et donc du coup, en effet, à chaque vol, en fait, on a des notes et voilà, ils vont nous laisser, si on a des notes trop basses, ils vont nous laisser 1 ou 2 vols pour essayer de les remonter. Et si ça va pas, on a un conseil en fait d'instruction. Et ils déterminent en fait s'ils veulent qu'on continue, s'ils voient en nous quand même des capacités, ou s'ils se disent que ce sera pas pour nous. Et c'est dans le but aussi de nous aider. Hein, ils nous le disent pas en mode non, c'est pas pour nous, enfin c'est pas fait pour toi, t'es trop nul. C'est juste voilà, plus tard, si tu n'y arrives pas maintenant, plus tard tu pourrais avoir des difficultés à suivre la formation quand la formation va s'accélérer par exemple. Donc voilà, certains ont ce conseil d'instruction et ça dépend des promos, ça dépend des places et de la marine un petit peu, genre si elle a vraiment besoin de pilotes, mais on a environ la moitié de la promo qui part à la fin de l'Envéoc, donc la moitié qui n'y arrive pas, et l'autre moitié c'est moitié avion, moitié hélicoptère. Et sur ces moitiés avions, il y en a peut-être 1 ou 2 qui iront en chasse. Et les autres iront en Patmar. Donc voilà, ça peut être différent de promo en promo. Mais c'est un petit peu les chiffres de base. Moitié qui partent, moitié qui vont en hélico, moitié en Patmar. Voilà. D'accord, et quand il y a la moitié de la promo qui s'en va, ou dès le début on sait que la moitié en fait va pas arriver jusqu'au bout, comment ça se passe niveau ambiance? Est-ce que vous le vivez bien globalement, tout le monde sait que c'est la règle du jeu, ou est-ce que c'est difficile entre vous? Ouais, en fait, au début on sait tous, hein, on sait que ce sont des sélections qui sont assez dures, mais le but pour que tout le monde y arrive, c'est qu'on ait une bonne cohésion, qu'on s'entraide beaucoup. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, notre promo, il y a eu il me semble 3 personnes qui n'ont pas réussi sur les 11. Donc on s'en est sorti à pas mal. Et voilà, donc cette cohésion, elle fait pas mal les choses. Se parler avant les vols, après les vols, savoir quel monite, à quelle exigence et tout ça. Donc des petits tips comme ça qu'on a entre nous. Et c'est ce qui fait qu'on va assez loin, en fait, tous ensemble. Tout le monde sait la règle du jeu. Quand on arrive à l'école, à l'EIP 50S, l'école d'initiation pilotage, le commandant, il nous dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc voilà, donc c'est pas vraiment ce stress il y a tant de place pour tant de personnes. On l'a pas tellement parce que tout le monde peut vraiment avoir sa chance de rentrer en tant que pilote dans la marine. C'est juste que voilà, on sait que il y en aura peut-être certains qui n'arriveront pas jusqu'au bout, mais c'est pas voilà, c'est juste au niveau des capacités, c'est au niveau de la gestion du stress aussi, je dirais, et c'est pas juste parce qu'il y a tant de place et qu'il y a trop d'élèves, quoi. Donc voilà, sur ça on gère assez bien. Toutes les promos sont assez soudées, je dirais, sur ça, quand on rentre dans cette école. D'accord, et comme tu disais, la cohésion, c'est le meilleur moyen qu'il y en ait un maximum qui arrive au bout, en fait. Ouais, c'est hyper important. Ils nous le disent dès le début, que voilà, il faut vraiment qu'on apprenne à bien se connaître, faut vraiment qu'on s'aide tout le temps, et la cohésion, elle passe au travail, et même en dehors du travail, donc voilà, des fois, quand c'est le week-end, et il y en a certains qui restent sur base, tout ça, et ben il faut aller... faut sortir un petit peu la journée entre nous, faut faire des activités, il faut rigoler, et voilà, c'est comme ça, on est là quand il y a des choses qui vont moins bien, et on est aussi là quand il y a des bonnes choses, donc on garde des bons souvenirs, et c'est très important pour être bien dans sa tête et au moment des vols.
on sait qu'on est un peu supporté par les autres de la promo et qu'ils vont toujours nous donner des petits conseils à droite et à gauche pour qu'on réussisse bien. Donc ouais, c'est vraiment super important. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrivent à passer cette sélection, dont moi. Donc voilà. C'est vachement intéressant ce que tu dis. On pourrait penser justement qu'il y aurait un gros esprit concours, pas forcément une bonne ambiance, mais au final c'est pas le cas et c'est comme ça que c'est le mieux en fait. Ouais, c'est complètement. S'il y avait un esprit concours où personne disait rien aux autres, ça serait bizarre, et au final ça ferait qu'il y aurait pas une bonne ambiance dans la marine ensuite entre les pilotes, parce qu'au début on est une promo, mais dans le futur on sera quand même collègues, on se reverra plusieurs fois, on volera ensemble et tout ça, donc c'est très important qu'à la base il y ait cette bonne cohésion, parce qu'ensuite dans le futur c'est ça qui fera que le travail sera du bon travail par la suite, quoi. Vous irez au combat ensemble, vous aurez besoin de compter les uns sur les autres, c'est sûr que sans cohésion c'est plus compliqué. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et comment la marine fait pour savoir qui va aller en chasse, qui va aller plutôt en patte-mare, donc en patrouille maritime comme tu disais, ou en hélico? C'est vraiment les meilleurs en chasse ou c'est ceux qui ont des capacités particulières? Comment ça se passe? Donc forcément ils regardent un petit peu les notes. Je pense que ils regardent donc les notes, la progression, je pense, est aussi très importante, parce que quelqu'un qui avait vraiment pas des bonnes notes au début mais qui une super bonne progression, ils savent que cette personne-là elle va pouvoir progresser tout au long de son parcours, de son training, de son entraînement. Donc ils seront peut-être plus intéressés par une personne comme ça plutôt qu'une personne qui avait des super bonnes notes au début et qui au final plus on avance dans la formation et ça devient un peu plus dur pour lui. Donc il y a ça, il y a ces notes, cette progression. Ensuite, je pense que ce qui est assez important, ils regardent, je pense, la voltige, les vols de formation, donc à 2 avions, et aussi les vols de navigation. Donc voilà, ça, ce sont des vols un petit peu qui font que ils vont avoir plus un avis sur un tel et un tel, sur quelle formation il suivra par la suite. Et aussi, ils prennent aussi en compte nos choix. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que dans ma promo, il y avait une personne qui voulait absolument hélico, qui était super bon, et il a eu hélico parce que il était bon, donc il a pu choisir. Et donc voilà, c'est pas que forcément les moins bons qui vont en hélicoptère, c'est un peu faux. C'est vraiment en fonction de nos choix, et voilà quoi. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. D'accord. Et toi, j'imagine que tu as demandé la chasse, tu l'as eu du coup, et ouais. T'es parti en cursus ensuite, ce qu'on appelle le cursus full US. Donc t'as tout fait aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, combien de temps après t'es parti et comment se déroule la formation aux États-Unis? Ouais, donc une petite timeline, du coup on finit donc l'envéoc, les sélections, ils nous disent donc où tout le monde va aller un petit peu après, et donc avec un camarade, donc on a été désigné pour faire le cursus full US. Donc environ 3 mois après, de faire tous les papiers à faire et tout ça pour partir aux États-Unis, on se retrouve au Texas, à San Antonio au début, pendant 2 mois. Et là, c'est un petit passage obligatoire où on est obligé d'aller dans une école pour notre anglais en fait. Donc on est noté un petit peu là-bas. C'est disons une période de transition pour bien s'installer aux États-Unis et prendre nos repères et travailler un petit peu notre anglais avant d'aller dans nos futurs escadrons. Donc voilà, donc 2 mois au Texas avec que de l'anglais. Ensuite on prend la route pour aller à Pensacola en Floride, et donc là c'est le primary comme ils appellent ça, donc c'est la première formation, disons, que eux les Américains ont sur avion, parce qu'au final on est nous les Français on est mis dans des classes d'Américains et on suit vraiment eux leur training à eux. Donc voilà, donc Pensacola, on arrive, on fait l'US Navy du coup, ou ouais. l'US Air Force au début. C'est tout dans l'US Navy. Donc il y a l'US Navy et les Marines, donc ils travaillent ensemble, c'est les deux. Donc voilà, nous on est intégrés là-dedans.
on fait nos cours comme les Américains de théorie pour pouvoir voler aux États-Unis en fait. Donc on apprend, c'est une sorte de mini, mais vraiment mini ATPL. Donc on fait ça en 3 mois je crois, donc c'est vraiment moitié moins que vous, il me semble. Et donc à la suite de ça, on peut commencer enfin à apprendre l'avion sur lequel on va voler. Donc c'est le T6 Bravo. Et donc voilà, on apprend ça. On a ce qu'on appelle une ground school. Donc avant chaque avion, tout le monde fait une petite ground school pour apprendre tous les systèmes et tout ça. Et ensuite, ça ressemble à quoi un T6 Bravo? C'est parce qu'on a le T6 en tête, l'avion jaune, train classique, mais j'imagine que c'est plus ça aujourd'hui, non? Non, maintenant ça ressemble vachement à un PC-21. Donc voilà, c'est plus vieux que le PC-21, c'est un peu moins puissant, mais un peu moins de système aussi. Mais sinon, c'est vachement bien. Ça permet de faire beaucoup de choses. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec cet avion. Et donc voilà, donc nous quand on commence à voler sur le T6, on fait 6 mois de vol environ. La formation initiale elle est assez courte, donc c'est 6 mois de vol où on va au tout début apprendre à manier un petit peu l'avion. On fait des décrochages, après on avance sur de la voltige, ensuite on avance sur des vols à 2 avions et on finit avec des vols instruments. Donc ça c'est assez intéressant. Quand on passe du Cap 10 et un an après avoir fini le Cap 10, on commence à voler sur le T6. Cette période est aussi assez longue. Il faut être assez patient. Et c'est assez bien. Ça change vraiment de machine et c'est beaucoup plus puissant. Et en plus, ce qui nous a fait rêver un petit peu au début, c'est que pour la première fois, on va mettre un anti-jet, on va mettre un jet de combat, on va mettre un masque à oxygène. Donc voilà, c'est un peu le rêve qui commence doucement. On commence à s'habiller un peu comme un pilote de chasse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. on fait un peu semblant, mais voilà. Donc on a un peu les mêmes équipements et puis on monte dans notre petit avion. On a 3 solos pendant cette formation, donc 2 solos un solo de maniabilité, un solo de voltige et un solo de vol à 2 avions. Donc ça c'était assez sympa pour l'anecdote. Le premier solo fait toujours assez peur, surtout que quand c'est un solo avec les Américains et que on a un peu l'appréhension de pas comprendre peut-être ce que va nous dire le contrôleur et tout ça. Donc le premier solo là t'étais plus au Texas, t'étais en Floride, c'est ça? Là c'est ça, en Floride, ouais. D'accord, parce que les Texans à comprendre, ça doit être Texans, Mississippi, tout ça c'est vachement dur à comprendre, ouais. Même maintenant, c'est super dur. donc voilà, donc c'était un peu l'appréhension au début. Ouais. Et puis non, voilà, après le premier vol solo, tout se passe bien, donc voilà. Et puis un des plus beaux vols qu'on fait, c'est quand mon camarade et moi, on prend chacun notre avion. Il y a un instructeur qui prend son avion et voilà, nous deux avec mon camarade, on se suit, on fait de la patrouille à 2 en fait, et il y a juste l'instructeur qui se balade derrière nous, qui regarde que tout va bien avec son avion, mais on se dit bon, c'est sympa quoi. Au final, il y a eu beaucoup de temps mort et tout ça, mais quand on arrive à des moments comme ça, on se dit bon ça en vaut vraiment la peine, et puis c'est cool, même si on doit attendre un petit peu, c'est vraiment cool. Donc voilà, ça. Et puis après le T6 se finit, après avec les vols d'instruments, un peu moins fun les vols d'instruments, mais c'est un petit passage quand même. Disons que c'est un peu plus dur, personnellement, je trouve ça plus dur. Donc voilà, c'est un passage, et puis quand on a fini ça, on a fini la phase 1, et on avance vers la phase 2 et la phase 3, donc qui se déroule maintenant à Meridian, au Mississippi. Et donc c'est phase 2 et phase 3 où tu changes d'avion, j'imagine, et tu changes de style de vol aussi peut-être? Ouais, je change, donc on passe d'un avion à hélice à un avion à réaction. Donc le T-45 qui ressemble un petit peu à l'Alpha Jet français, du coup, pour que les gens comprennent un petit peu le type d'avion. Et c'est juste que c'est un monomoteur et c'est assez sympa. Donc on arrive
à Méridian, pareil, on refait la même chose, donc une ground school, donc on apprend l'avion, les systèmes. L'avion est beaucoup plus ancien que le T6, notamment dans le cockpit. Donc voilà, mais c'est bon, on commence à avancer encore un peu plus, on touche à l'avion à réaction maintenant, donc c'est un peu plus fun. Et puis voilà, pareil, on commence cette fois avec des vols d'instruments. Donc on finit avec des vols d'instruments sur le T6, on recommence avec des vols d'instruments sur le T45. Et puis on passe après des vols de maniabilité, donc voltige. Et puis on reprend un petit peu une dernière phase d'instrument, parce que le but c'est qu'on soit, comme ils disent, instrument check, donc on ait notre carte IFR, pour ensuite pouvoir faire les missions. Si jamais les missions on doit passer des couches tout seul et tout ça, et ben on peut le faire, faire notre mission et revenir en IFR. Donc pour eux c'est ça le but, étant donné qu'il y a beaucoup plus de vols solo en phase 2 et en phase 3 que pendant la phase 1. Voilà, c'est un peu leur état d'esprit, et nous faire passer l'instrument check le plus rapidement possible, puis après on peut avancer dans la formation. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Et au niveau des licences, du coup, est-ce que vous passez des licences qui sont ensuite valables en Europe, ou aux États-Unis vous passez que des licences américaines dans un premier temps en tout cas? Non, au final, la seule licence qu'on passe, c'est la carte IFR en fait, donc, et qui n'est pas valable en France. C'est pour ça que quand on rentre en France, après on recommence direct avec de l'IFR. Donc tout ce qu'on passe là-bas n'est pas valable, et même les Américains, ce qui passe avec la Navy, il faut demander, ils ont des autorisations peut-être pour les faire convertir, mais sinon ça n'a pas de valeur autre qu'en étant militaire, quoi. D'accord. Donc, okay. Voilà. Donc au niveau phase 2, donc le T45 où tu fais du vol aux instruments, on commence un peu de voltige. Tout à l'heure, juste avant l'interview, tu parlais un peu de BFM. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ça c'est la dernière phase, c'est la fin du training en fait. Donc phase 2, on reste sur des vols un petit peu normaux, donc instruments, voltige, des vols à 2, 3, 4 avions. Et on commence aussi à chaque vol, quand on rentre sur le terrain et qu'on fait des tours de piste, on fait des tours de piste façon bateau. Donc voilà, donc on s'entraîne plutôt à ça. Et la phase 3, on arrive sur des vols beaucoup plus dynamiques. Donc je n'y suis pas encore, mais il y a d'autres Français qui y sont, donc ouais, je vais essayer d'en parler le mieux possible. Ce sont des vols, donc comme tu l'as dit, les BFM, donc le Basic Fighter Maneuver. Donc c'est du combat aérien en fait, c'est ça. On apprend juste la base en fait, parce que bon, cet avion il est bien, mais l'avion suivant sera encore mieux. Il y aura de nouvelles techniques, donc on apprend vraiment une base. Et ouais, c'est des vols qui demandent un peu plus physiquement, et c'est des vols aussi où il y a plus de chances de se faire burner, comme on dit. Donc de pas avoir le vol en fait, de pas pouvoir passer au vol suivant et de refaire le vol. Donc voilà, mais c'est des vols aussi qui sont beaucoup plus intéressants, et c'est pour ça en fait c'est pour ces vols là qu'on a envie de faire pilote de chasse. C'est que voilà, c'est des vols vraiment dynamiques où il se passe vraiment beaucoup de choses. Il faut réfléchir avec un plus grand facteur de charge, et ça va plus vite, quoi. Donc c'est assez, quand j'en ferai, ce sera vraiment sympa. T'as hâte, j'imagine, de passer à ces vols-là qui, comme tu dis, qui ressemblent vraiment au métier de pilote de chasse, en fait, plus tard, ou en tout cas de ce qu'on pourra faire, de ce que tu pourras faire en rafale quand tu iras en mission, en entraînement, etc. Ouais, c'est ça, c'est on touche un tout petit peu, voilà, à ce métier. On se dit, bon, on y est vraiment pas encore, hein. Il reste beaucoup de choses à voir, à apprendre, et tout ça, mais au fur et à mesure, voilà, au début, on se rappelle, on disait, oh, je suis peut-être pas capable de faire une boucle en T45, de la voltige, ça va être super dur. Et au final, ils nous apprennent plein de choses, on y arrive, et voilà, donc on augmente un petit peu nos capacités de réflexion, de faire des choses, plusieurs choses à la fois. Et donc on arrive sur ces vols, voilà, même les vols de forme, donc 2 avions,
où c'est même un peu déjà dynamique avec tout ce qui est tail chase et de la cruise. Donc on doit suivre, par exemple, on a un leader, il est devant nous et il va faire plein de manœuvres et il faut qu'on le suive. Il faut qu'on arrive à le suivre et pas qu'on se fasse distancer, par exemple. Donc ça, c'est déjà on se dit que ce sont des vols super cool. Voilà, et puis voilà, quand on passe un peu tous ces vols, on arrive en phase 3 et puis ce sont tactical formation. Donc là, on arrive plus dans la forme, mais pour être plus efficace, disons, quand plus tard on sera sur des vols où il y aura des vols de guerre et tout ça, donc on se mettra plus en vol de tactical formation plutôt qu'en vol de formation normal. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est ça permet ouais, en fait les vols de tac form, donc la tactical, c'est les deux avions sont vraiment côte à côte, vraiment séparés, comme ça eux ils peuvent scanner, en fait chacun peut scanner une zone sans qu'il y ait un avion. Donc l'ailier, normalement, quand on est en vol de forme normale, l'ailier fait que focaliser sur son leader pour essayer de bien voler avec son leader. Et donc le vol de tac, on s'éloigne un peu plus, on se met au même niveau, et puis on peut scanner un petit peu plus devant nous, sur les côtés, et puis on peut faire de belles manœuvres pour des évitements, des choses comme ça. Donc voilà, ce sont des vols un peu plus intéressants qui apportent un peu plus de tactique et où il faut réfléchir un peu plus que sur un simple vol de forme où la seule chose qu'on a à faire, qui est déjà pas super facile, c'est de suivre son leader de assez près, c'est 3 pieds, donc 1 mètre de distance entre eux. Ah oui, quand même. À quelle vitesse tout ça? Tout ça va à 420 km/h, 250 nœuds, et après quand on pousse sur les vols de cruise, on peut aller jusqu'à 500-600 km/h environ. Donc c'est assez cool. On voit pas trop la distance, la vitesse en altitude, mais c'est assez cool. C'est franchement, j'imagine, c'est assez sympa. Tu parlais de phase de vol donc plus dynamique avec du facteur de charge. Est-ce que ça a été un problème pour toi? Est-ce que c'est un problème en général pour les élèves pilotes de chasse, le facteur de charge, ou globalement tout le monde s'acclimate plutôt bien? Je pense que tout le monde s'y acclimate vraiment bien. On a aussi par exemple un petit stage pour ça, donc pour le facteur de charge. On doit passer la centrifugeuse aussi avant de commencer le T45. Donc nous on l'a fait ça pour le cursus full US, c'est fait aux États-Unis. Pour le cursus français, ils font ça en France du coup. Mais donc voilà, ils nous apprennent des techniques. Se maintenir en forme aussi, c'est pas trop mal, mais il y a des gens qui vont plus tenir le facteur de charge plus facilement de base que d'autres, mais on s'y fait plutôt pas mal. On le sent par exemple quand on n'a pas volé depuis longtemps et qu'on reprend je sais pas 5-6 G, c'est dur au début, mais au fur et à mesure, quand on revient un petit peu sur les vols, on s'y fait de plus en plus et on n'y pense pas tellement au final. Donc ça c'est cool. Et il y a pas d'une manière générale, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrêtés de formation pendant la phase aux États-Unis, et est-ce que donc il y en a qui sont arrêtés parce qu'ils sont malades en vol, ou c'est quelque chose dont t'as pas vraiment entendu parler en fait? Au final, ça se passe bien. Des gens qui sont arrêtés pour être malades en vol, non, pas aux États-Unis, parce que ils arrivent à détecter ça en France. On détecte ça dès l'envéoc en fait. Quand on fait les vols sur Cap 10, c'est là où les gens sont malades, et s'ils arrivent à combattre ça, c'est que ça ira après. Je sais que on peut être malade au premier vol de T45 ou de T6 parce que c'est un nouvel environnement, il y a le masque oxygène, tout ça, donc on est un peu plus stressé, donc forcément ça arrive un peu plus vite. Mais après un vol, normalement ça passe tout seul. Et les gens qui sont arrêtés, c'est pas ce n'est pas ni à cause du facteur de charge ni d'être malade, c'est plus la progression qui ne va plus, qui n'est plus assez rapide, et voilà, donc c'est plus ça pour les gens qui sont arrêtés. D'accord.
dans un autre podcast qui parle un petit peu d'aéronautique, le très bon podcast Parlons Aviation. Il y avait une interview de AT, un pilote de chasse de l'aéronavale retraité, qui parlait du système de formation aux États-Unis, et qui était un petit peu différent selon lui, et selon ce que j'en ai compris surtout, du système de formation français. En gros, ce qu'il disait, c'est que aux États-Unis c'était un peu l'usine, qu'il fallait faire passer pas mal de pilotes, et que donc du coup les instructeurs pouvaient pas forcément s'adapter au niveau de l'élève, qui pouvait être soit un excellent élève, soit un élève qui passait tout juste les différentes barres, les différents examens. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Est-ce que pour toi, tu as vraiment l'impression d'être un petit peu à l'usine et que les instructeurs s'adaptent pas forcément beaucoup à ton niveau? Ou c'est peut-être quelque chose qui a changé entre-temps, qui est plus le cas aujourd'hui? Je pense que c'est encore l'usine, hein. C'est assez vrai. En France, quand on forme les élèves dans l'armée de l'air ou même dans la marine, il y a pas énormément d'élèves qui sont formés par an, et ce qui fait que les écoles sont un peu plus petites, il y a moins d'élèves, moins de moniteurs, donc du coup tout le monde arrive à se connaître. Et aux États-Unis, en fait, c'est l'inverse, quoi. Il y a tellement de flux d'élèves que voilà, les moniteurs, on peut pas passer un peu de temps à les connaître. Eux, ils ne nous connaissent pas non plus, et du coup on vole pas souvent avec les mêmes. C'est bien de changer de moniteur, hein. Mais c'est juste que on va pas les retrouver assez souvent, et donc voilà, donc ce qui fait que on n'a pas disons ce suivi, je pense, qu'il y aurait en France. Et mais ouais, c'est vraiment un concept différent. C'est-à-dire que on vient aux États-Unis, on vient vraiment pour notre vol, et on travaille à la maison, en fait. Donc si on a vraiment un jour où on n'a rien, on n'est pas obligé d'aller à l'escadron. Donc de ce fait, si plusieurs jours de suite on va pas à l'escadron, ben on va pas croiser les instructeurs, donc on va pas leur parler. Eux, ils savent pas qui on est. Et c'est comme ça que le jour où on va aller à l'escadron, ben les personnes ne nous connaissent. Après voilà, c'est souvent une bonne chose de pas être connu dans un escadron. Mais voilà, du coup ils peuvent pas non plus cerner nos difficultés vu qu'ils nous connaissent pas. Et ce sont plus des vols, disons, neutres. C'est-à-dire que le Somonite, il va former les élèves de la même façon, alors qu'il y en aura peut-être des élèves qui auront eu plus de difficultés ou d'autres qui auront plus de facilité que d'autres. Il va pas changer sa façon il va pas donner plus de conseils ou moins de conseils. Il va rester pareil, et c'est ça, je pense, qui est un petit peu dommage. Et c'est pour ça qu'en fait on a 2 chefs français aux États-Unis qui eux volent assez souvent avec nous et qui nous connaissent un peu plus, et du coup ils savent dans quel domaine on a un peu plus de difficultés, dans quel domaine on est un peu meilleur, et de ce fait ils peuvent nous donner plein de conseils utiles, et ils ont un bon suivi avec nous au final avec toutes les notes qu'on a, donc voilà. Mais ouais, c'est l'usine, les États-Unis. Ouais, c'est plus en France, il donnait l'image un petit peu d'un artisan, en fait, qui pouvait vraiment s'adapter à la personne qui est en face de lui. Donc là, de ce que tu dis, aux États-Unis, son impression est toujours la bonne aujourd'hui. Ça reste l'usine. Ouais, il faut faire passer beaucoup de rien n'a changé. Ouais. D'accord. Rien n'a changé, tout est pareil. Et en vol, est-ce que les instructeurs américains sont plus dans le renforcement positif, ou est-ce qu'ils mettent beaucoup la pression? Est-ce qu'ils veulent vraiment vous mettre un peu la tête sous l'eau pour voir comment vous en sortez, ou le but c'est que ça se passe bien au final? Non, en fait, la tête sous l'eau, c'est plus pendant la phase de sélection. Et maintenant que les Américains, donc du coup nous aussi, on est plus dans une phase de formation, ils essayent de nous aider, ils veulent pas trop nous enfoncer et tout ça, donc ils nous aident, ils nous mettent pas vraiment la pression. Nous, de toute façon, on se met la pression de nous-mêmes, hein. On est un peu stressé à chaque fois, et puis on sait qu'il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, donc voilà, c'est notre pression à nous. Et eux, ils sont vraiment là pour nous aider, pour nous apprendre des choses, plus que nous défoncer en vol et puis que ça se passe mal, quoi. Donc ouais, non. Sur ce point-là, et c'est vraiment bien, ils sont vraiment cool là-dessus. C'est pas du negative training, quoi, qu'on fait, c'est vraiment on apprend des choses à chaque vol, et puis voilà, quoi.
on débriefe bien tout ça à la fin et voilà. Il y a rien de négatif là-dedans. C'est pas le mythe de l'instructeur qui hurle dès qu'on ferme la porte, enfin à partir du moment où on ferme la porte et qui arrête de parler quand on la réouvre à la fin du vol, quoi. Ouais, non, en plus, enfin, apparemment avant il y en avait un peu plus aux États-Unis, mais maintenant il y en a peut-être un, mais c'est tout et non, franchement, ce mythe, c'est un peu fini. Ça marchait peut-être avant et je sais pas, la société a sûrement beaucoup changé et tout ça, donc ça ne marche plus trop maintenant. Ils se sont rendus compte que c'était pas forcément du bon training, le training qu'il fallait pour progresser et donc voilà, ils ont changé un petit peu les méthodes et ça marche. Je pense que ça marche plutôt bien maintenant. Donc sur ça, y a pas d'a priori à avoir. J'avais entendu la même chose avant d'entrer dans l'armée et tout ça. Et en fait non, ça se passe plutôt bien. Quand ça va pas, ils nous le disent hein, forcément. Et si vraiment c'était à la limite du dangereux, bah ils vont pas être contents et nous on va le savoir. De toute façon, on sera pas contents de nous-mêmes non plus. Mais sinon ils sont très pros et ils nous disent les choses qui vont pas, les choses à améliorer. Et puis après, comme ça, on est prêt pour le vol suivant et on sait ce qu'on doit faire pour le vol suivant. D'accord. Alors une question un peu plus légère, je me souviens, et puis tous ceux qui ont vu Top Gun se souviennent sûrement de la scène des pilotes qui jouent au beach volley dans le sable, torse nu, etc. entre les vols. Alors c'est une question un peu plus large. Est-ce que t'avais des a priori avant de venir faire la formation aux États-Unis? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de particulier, notamment ce que tu avais vu peut-être au cinéma ou des choses dont on t'avait parlé? Et est-ce que ça a été différent des clichés que tu avais en tête, ou est-ce qu'il y a pas mal de clichés au contraire qui se sont confirmés, que ce soit dans la vie au quotidien ou dans les forces armées américaines par rapport aux forces armées françaises? Comment tu l'as ressenti? Alors quand on arrive aux États-Unis, bah déjà on arrive au Texas, donc c'est assez particulier. Quand on arrive aux États-Unis et qu'on passe des vacances là-bas, on voit qu'une espèce de façade des États-Unis, une bonne façade et tout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont quand même un mode de vie différent. Mais sinon, on s'adapte, on s'adapte plutôt pas mal à leur vie. Les clichés, ouais, c'est bon, voilà, les beach volley dans Top Gun et tout ça, forcément. On se les remémore quand on est sur par exemple la plage de Pensacola le week-end et qu'on fait un volley. Bon, c'est marrant quand on se dit c'est pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que bon, on n'est pas pilote de chasse du tout, mais bientôt. Mais c'est marrant de se dire ça. Après, je pense que c'est Top Gun, ça a l'air assez facile ce qu'ils font. Personne travaille jamais dans leur truc et tout ça, donc c'est une ambiance un peu différente, certes. Quand on n'est pas à l'escadron ou quand on n'est pas programmé ou quoi que ce soit, ouais, bon, on va se défouler, on va faire un peu de sport et tout ça, mais enfin, il y a plus tellement de clichés de ce point de vue-là en ce moment. Enfin, pas que je sache, pas que j'ai vu en tout cas quand je suis arrivé aux États-Unis. Et les forces américaines, la Navy, c'est le seul point où j'étais un peu choqué, c'est de voir autant d'élèves pilotes passer, en fait, qu'ils en forment autant. Et c'est vraiment des vagues et des vagues de pilotes qui, surtout à Pensacola, quand on voit ça, parce qu'à Pensacola, du coup, il n'y a pas que les élèves pilotes de chasse américains, donc il y a tous ceux les élèves pilotes en général, quoi. Que ce soit après Patmar ou hélicoptère, donc il y a vraiment beaucoup de monde à Pensacola. Et j'étais assez choqué de voir tout ce monde, mais sinon non, la vie déroule pas trop mal. Et puis on peut pas faire de clichés à Meridian parce qu'il y a absolument rien pour prétendre pour être dans des bars ou quelque chose comme ça. Il y a rien. Et puis ça c'était avant, mais maintenant on peut plus aller dans les bars en uniforme. Donc déjà ça enlève un petit peu le mythe de l'uniforme le soir dans les bars à se retrouver à prendre une bière ou quoi. Donc il y a plus tout ça. C'était dans le monde d'avant ça. Ça c'est un peu aseptisé, ça c'est standardisé. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment c'est différent d'avant. Je pense que ceux qui ont fait la formation
avant, peut-être 10 ans, 15 ans avant, ils ont peut-être vécu un autre méridien que nous on vit méridien en ce moment, surtout en ce moment. Mais c'est différent, et puis c'est bien, c'est plus soft, je dirais. Il y a moins de... ça me va très bien de pas me trimballer en uniforme le soir dans un bar et voilà, qu'on sache pas par exemple que je suis dans l'armée ou quoi. Même si ils sont très patriotes les Américains, donc ça c'est un point qu'ils ont. Ils aiment bien les militaires, quoi. Donc d'ailleurs c'est un autre truc, ouais, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est de voir à quel point ils étaient fans des militaires. Donc c'est-à-dire qu'on peut quand même se balader dans la rue en uniforme si on doit acheter du pain par exemple après être passé après être sorti du travail, on peut y aller en uniforme, et il y a des gens qui viennent nous remercier, nous dire thank you for your service, même si on est français et qu'on a un uniforme français. Ils nous disent ça, et puis du coup au début on se dit mais qu'est-ce qu'ils nous disent, on comprend pas trop. J'ai encore rien fait, moi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, je suis tout nouveau. Mais non, et puis on se rend compte qu'en fait, ouais, on comprend vite qu'ils sont hyper patriotes et qu'ils adorent ça, quoi. Donc voilà. C'est juste aussi le petit truc qui fait que c'est bien, peut-être, que ça nous facilite un peu les choses. Tu parlais justement du nombre de personnes qui étaient formées. Donc il y a les Américains qui sont formés, les Français aussi. Est-ce que les Français sont une exception, ou il y a vraiment beaucoup de pays qui envoient leurs pilotes se faire former aux États-Unis? Il y a quand même pas mal de pays. À Pensacola, on s'est retrouvé en niveau international. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Norvégiens, des Allemands, des Saoudiens, il y a vraiment beaucoup de pays qui envoient leurs élèves se faire former aux États-Unis. Et en élève pilote de chasse à Méridian, donc on a des Anglais, des Espagnols, des Italiens et nous, des Français. Donc on est quelques nations quand même, mais ça se passe plutôt pas mal. Après tout le monde fait la même formation, et après les Anglais par exemple, ils restent faire leur formation, je crois que c'est F-18 avec les Américains, et ils vont travailler pour les Américains sur le sol américain. Nous on rentre en France à l'issue. Et c'est pareil pour les Espagnols, mais voilà, chacun a un petit peu s'en va dans des domaines différents après, dans des carrières différentes. Mais on est pas mal, ouais, pas mal d'internationaux. Et quel est l'intérêt au final pour la France d'envoyer des élèves se faire former aux États-Unis? Surtout que, alors toi tu as un cursus full US, mais il y en a d'autres qui ne font qu'une partie, voire une petite partie, même si j'ai bien compris, aux États-Unis. Pourquoi cette disparité? Pourquoi il y en a qui vont passer toute leur formation là-bas, certains ne serait-ce qu'une partie? Quelle est la logique derrière ça? Alors la formation full US, elle fait gagner beaucoup de temps par rapport à la formation française. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé à Méridian, c'est là où on rejoint en fait ceux qui ont fait la formation française, donc qui eux sont passés par Salon et Cognac, et qui prend plus de temps. Et donc du coup on se retrouve avec maintenant nos potes, c'est des mecs qui sont rentrés à l'EIP 2 ans avant nous, quoi. Donc disons qu'on a gagné environ 2 ans par rapport à eux, et on se retrouve au même niveau maintenant. Et donc le gain de temps pour le full US, donc c'est surtout ça. Après on est obligé tous les pilotes de chasse passent par français, de l'aérospace naval passe par les États-Unis, parce que ils ont plusieurs porte-avions. Et on pourrait en fait se passer, je pense, de tout leur training, que ce soit tactique, combat aérien et tout ça. On pourrait faire tout ça en France, en fait, sur le Fat-Jet avec l'armée de l'air. Mais le fait qu'ils aient plusieurs porte-avions, et que nous, une des finalités aussi de ce cursus, c'est d'être qualifié à l'appontage aux États-Unis. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est en fait aux US, qu'on passe une partie de notre formation aux US pour justement cette qualification, et après rentrer en France, et qu'on ait déjà une première qualification à l'appontage, même si après avec le Rafale c'est complètement différent, il faudra tout réapprendre, tout refaire par la suite. D'accord. Et en parlant donc de la suite, quelle est la suite pour toi? Alors là, si j'ai bien compris, tu es en fin de phase 2. Il va y avoir la phase 3 ensuite, dont tu as déjà un petit peu parlé. Et après ça, j'imagine un retour en France. Dans combien de temps qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ouais, donc logiquement, normalement, donc phase 3 qui prend environ 6 mois, donc avec cette qualification à l'appontage qu'on attend un peu tous à chaque fois. C'est un peu un de nos rêves d'atterrir
d'apponter sur un bateau, quoi. Donc voilà, à l'issue de ça et de la BFM, on rentre en France, donc on a nos ailes. Donc c'est là où en fait on a nos ailes américaines et nos ailes françaises. Donc on dit qu'on est wingé. Et à partir de là, donc on rentre en France. En France, donc ça, cette phase 3 dure 6 mois, pardon. On rentre en France et puis on attaque une partie IFR pour obtenir notre carte IFR le plus vite possible. Donc on fait ça sur Falcon. Et après ça, on attaque, donc on va à l'Andivisio, on attaque la partie, les Ground School, donc ils appellent ça la Site Rafale à l'Andivisio. Donc des cours sur l'avion et tout ça, donc apprendre les bases de l'avion. Et puis après, donc c'est parti pour la phase des vols, donc soit à Saint-Dizier, ou soit maintenant ils essayent un petit peu d'essayer autre chose, ils essayent de tout faire à l'Andivisio. Donc il y a encore là deux troncs différents, donc soit Saint-Dizier qui dure 1 an, soit on reste à l'Andivisio et en fait c'est une formation en continu jusqu'à d'obtenir toutes les qualifications. Donc voilà. Et puis donc Saint-Dizier avec l'armée de l'air, bien sûr. Et voilà, à partir de là-bas, donc Saint-Dizier, on revient à l'Andivisio pour ceux qui sont allés à Saint-Dizier, et à l'Andivisio après, donc tout le monde se rejoint, et c'est là où justement c'est un des, pour moi c'est un point positif dans la marine, c'est qu'on bouge pas de base, qu'on restera toujours à l'Andivisio, on le sait, c'est en Bretagne, on le sait, et puis et voilà, on n'est pas muté, on doit pas changer de base tous les 3 ans environ, on reste là-bas, on fait toute notre carrière là-bas, et puis si tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu la timeline qui suit les US après. Et puis voilà, le temps de passer toutes les qualifications à l'Andivisio, ça prend un peu de temps. Voilà, mais bon, faut être patient. Ah, c'est sûr, mais quand on voit le métier qui t'attend, on se dit qu'on peut attendre un petit peu, ça doit valoir le coup, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les moments un peu durs, un peu compliqués, où on se dit, on sait plus trop si on veut vraiment faire ça et tout ça, on se dit bon, quand même, c'est quand même un rêve de quand on était gamin de faire ça, quoi. Franchement, on a toujours le même rêve, on a tous le même rêve, et on se dit bon, ben on doit aller jusqu'au bout, même si c'est vraiment très dur et que ça devient de plus en plus dur à chaque nouvelle étape. Bah on a ce truc, ce petit truc qui fait que on arrive à aller un peu plus loin à chaque fois. Donc ouais, c'est plutôt, c'est sympa. Ça va être dur, mais franchement, ça devrait valoir le coup, je pense. Et au total, ça aura pris combien de temps si tu devais vraiment compter du moment où tu t'es inscrit au CIRFA Marine au moment où tu seras qualifié sur Rafale à Ponter sur le Charles de Gaulle? Il faut compter combien d'années? Du coup, ça dépend du cursus, du coup, donc entre full US ou le cursus français, mais environ donc 1 an, disons le cursus le plus long à faire entre la dépose du dossier donc et la fin de l'enveloppe, il y a 1 an et demi, plus après 1 an à Salon, donc 2 ans et demi, environ 1 an à Cognac, donc on va mettre 3 ans et demi, les US 1 an et demi, donc ça fait 5 ans. Fin des US, on est wingé, donc voilà, 5 ans déjà. Et puis après pour apponter, il faut, je pense, je suis pas béton là-dessus, mais je dirais encore 2 ans, environ 2 ans pour commencer les appontages. Mais on est encore en tant qu'élève quand on commence les appontages, donc on est vraiment pas qualifié. Donc, entre 2 et 3 ans. Donc voilà, au bout de 7 ans, ça c'est pour le plus long. On arrive à l'appontage sur le Rafale. Et pour un peu plus court, nous, 5 ans environ. On a gagné 2 ans environ, donc 5 ans depuis le début. Donc c'est assez long quand même, mais c'est assez long mais ça va vite. C'est-à-dire que on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'attentes aussi, mais on fait beaucoup de choses et on réfléchit pas dans encore 4 ans avant le premier appontage sur Rafale, on réfléchit à juste la phase dans laquelle on est et qu'il faut la passer pour pouvoir passer à la suite. Parce que si on n'arrive pas à cette phase-là, on pourra pas passer à la suite. Donc on réfléchit dans un futur proche
et on se dit bon ben là faut réussir ça. Ok, maintenant je réfléchis à ça et puis voilà quoi. Des fois on rêve un petit peu mais c'est tout. D'accord, donc oui, c'est pas forcément rapide dans le sens où ça dure plusieurs années, mais comme tu disais, ça va vite. On est vraiment le nez dans le guidon un petit peu pour passer les différentes phases, arriver jusqu'au Rafale et un jour tu vas te retrouver dans ton Rafale à partir en mission de guerre et tu diras sûrement déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que les personnes qualifiées disent. Hein. Ils disent c'est passé super vite. La formation, c'est super cool. Enfin, franchement, profitez-en à fond parce que ça passe vraiment vraiment vite. Et voilà, franchement, la formation de piloter plusieurs avions différents, c'est très cool. Et puis il y a plein, comme je le disais avant, plein d'autres stages, que ce soit survie à terre, survie en mer, la centrifugeuse, qui est vraiment, moi c'est une expérience, hein, c'est pas forcément cool, mais c'est quand même une expérience à faire. Et non, voilà, c'est tout ça, c'est un tout quoi, c'est un beau package, je trouve. Et puis voilà, c'est ce qui fait aussi que on est un peu différencié la marine et l'armée de l'air. C'est le côté nous notre formation elle est aux États-Unis et puis la finalité aussi c'est de quand on rentre d'une mission ou quoi que ce soit à terre, on essaye de faire comme si on rentrait sur un bateau, donc on fait le même pattern pour que sur un bateau. On essaie de vraiment s'appliquer à chaque fois qu'on pose l'avion. Et puis comme ça plus tard, quand on posera vraiment sur un bateau, on se dira voilà, c'est notre finalité quoi. C'est pour ça qu'on est dans la marine et c'est cool. Et pas dans l'armée de l'air. Et pas voilà, dans l'armée de l'air c'est autre chose quoi, c'est différent. Donc voilà, non, franchement c'est très très intéressant. J'imagine bien. Est-ce que tu aurais un moment en vol, un moment sympa de vol dont tu te souviens que tu pourrais nous raconter, un moment qui t'a fait te dire ah ouais j'aime bien ça quand même. Ouais déjà de quoi on se rappelle au début, c'est le tout premier solo aux US, donc que ce soit le premier solo sur le T6 ou vraiment le premier solo sur le T45. Et ce que j'ai bien aimé, c'est justement là, c'est les derniers vols que je faisais. C'était donc on part 2 avions et puis c'est assez dynamique. On est là en mode ok il faut que je reste derrière cet avion et on manœuvre, on tire des jets, on passe, on joue avec les nuages et tout ça et on se dit ouais c'est cool quoi, genre c'est vraiment sympa. J'ai signé pour ça. Ouais voilà c'est ça. Ouais c'est pour ça que je suis là en fait. C'est voilà tous ces moments où j'ai attendu et tout là j'en profite. Je suis à fond. Il y a des gros nuages sur ma droite. On va passer genre juste au-dessus. On va faire des boucles, des trucs comme ça et on se dit ouais c'est trop cool. Donc voilà ouais c'est des beaux moments. Les solos c'est toujours des beaux moments. On se sent un peu plus responsable parce que voilà on a tendance à nous prendre un peu pour des enfants, ce qu'il faut hein, parce que on a zéro expérience, enfin voilà, on sait à peine comment ça marche et tout ça, donc ils prennent beaucoup de précautions avec nous, mais quand on est tout seul dans notre avion on se dit là c'est moi qui suis aux commandes et c'est cool quoi. Donc s'il y a un truc qui se passe c'est de ma faute, ou alors s'il y a un truc que j'ai bien fait et tout, je serais content de l'avoir bien fait. Donc ouais, c'est des bons moments, c'est des très très bons moments. Tous ces moments où au final l'esthétique se mélange avec beaucoup de concentration, avec un peu de difficulté même, mais qu'au final on se pose et qu'on se dit ça s'est bien passé, c'est sympa quoi. Ouais voilà, c'est-à-dire c'était dur, pendant le vol c'était assez dur et on réfléchit, on pense plus trop au stress pendant le vol. Le stress on l'a un petit peu avant et puis quand tout se déroule on se dit ok c'est dur, c'est long, mais quand on s'est posé qu'on a dit bon c'était dur mais que l'instructeur à côté il est content de nous, et on se dit c'est que c'était cool alors, c'est que c'était bien, même si ouais voilà, même si on profite pas trop de regarder un peu l'extérieur et tout ça, sur le moment on se dit c'est rapide et c'est cool, donc ouais c'est pour ça là on est content d'avoir volé, on se dit on a mérité notre petite bière le soir.
Et ouais, après les vols, bien sûr. Ouais, voilà, bien sûr. Et quand il y a pas, et quand il y a pas vol le lendemain. Donc, voilà. Non, c'est vraiment cool, ouais. Franchement, c'est une très très bonne expérience. Et je recommande à vraiment, tous ceux qui veulent, essayer de faire ça, de se donner les moyens, et que franchement, il faut pas avoir un énorme niveau à la base, il faut juste savoir progresser, savoir écouter, apprendre, et puis restituer. Et tout se passe bien, même si on a tout le temps des moments un petit peu plus durs que des fois, donc voilà, c'est vraiment cool. Et il faut pas oublier que dans la marine, il y a des avions de chasse. Très bien, bah écoute, c'était quasiment la dernière question que j'avais à te poser. Quel conseil tu pourrais donner aux suivants? Et donc merci pour eux. Je vais terminer par une toute dernière question parce que j'ai vraiment envie de savoir, et j'imagine que notre auditeur aussi. Est-ce que l'idée que tu te faisais du métier de pilote de chasse dans l'aéronaval a évolué depuis que tu y es, ou depuis que tu arrives à vraiment imaginer précisément ce que ça peut être? Est-ce que c'est finalement mieux que ce que tu pensais? C'est pareil, c'est conforme, ou c'est peut-être moins bien, je sais pas. Je pense que pour l'instant, c'est assez conforme à ce que je m'imaginais. On a plein en fait, quand on arrive et qu'on n'est pas dans l'armée, on s'imagine pas mal de trucs, on regarde pas mal de forums et on lit pas mal de choses. Et pour l'instant, c'est assez conforme. Après, on a des rétextes de tous les gens qui sont après nous, et qui disent aussi que non, c'est la formation, elle est ce qu'elle est, elle a pas vraiment changé depuis beaucoup d'années, et c'est à ça qu'on s'attend. Et puis après, en tant que le métier, je pense en lui-même, en retour en France, je peux pas dire grand chose, mais à part non, enfin ce que j'ai entendu, c'est que ouais, c'est vraiment conforme. C'est dur, il y a une période qui est assez dure, mais c'est conforme. C'est dur, c'est long, mais tout le monde est très content, et tout le monde se dit c'est ça quoi. C'est le métier. On pilote pas tous les jours, on fait peut-être pas énormément d'heures de vol par an, mais quand on prend l'avion, c'est vraiment sympa. Donc ouais, franchement, assez. Je suis pas déçu en fait pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas du tout déçu de quoi que ce soit. Et je sais que mes attentes, franchement, c'est les attentes que j'avais quoi pour l'instant. Donc très content, et je pense que ça devrait le faire pour la suite aussi. Ça devrait être les mêmes enfin voilà, ce que j'attendais, c'est ce qui va se passer, je pense. Si tout se passe bien, forcément, mais ouais. Donc non, content à ce moment pour l'instant. D'accord. Eh bien, je te souhaite que ça reste comme ça, merci, que tu découvres le métier, que ça continue à te plaire toujours autant, parce que quand tu dis c'est cool, bon, c'est un assez bel euphémisme quand même, parce que d'être dans un Rafale et de se faire catapulter du Charles de Gaulle, j'imagine que c'est quand même hyper cool. Ouais, ça doit être vraiment vraiment cool. Pour le coup, ouais, c'est un truc qu'on peut pas encore s'imaginer et tout ça tant qu'on n'y est pas, mais quand on voit les vidéos et qu'on fait ah ouais, ça a l'air, c'est différent, c'est cool. Donc voilà. Je pense qu'on aura dit pas mal le mot cool pendant cet épisode, mais parce que la formation, elle est sympa. Ouais, voilà, c'est ça. Sympa, c'est bien aussi. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vachement intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, la formation aux États-Unis. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que notre auditeur aussi, surtout ceux qui peuvent être intéressés pour faire la même carrière que toi. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, et on continue à se tenir au courant de tes avancées bientôt en supersonique. Carrément. J'espère que ça en aura motivé plus d'un, et puis à bientôt, Seb. J'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de streaming audio préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook et Instagram sous le nom d'utilisateur XP Shiban. N'hésite pas à nous faire un retour d'expérience sur cet épisode. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, et surtout de partager les épisodes avec tes amis.
Enfin, pour une discussion plus approfondie, envoie-nous un mail à l'adresse contact@xp-shiban.com. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans 2 semaines.